À votre avis, qui est Satoshi Nakamoto? Eh bien, je veux dire, ils disent que cela se traduit par intelligence sensuelle. Et l'histoire n'a aucun sens, n'est-ce pas? Parce que pourquoi passeriez-vous des années, voire des décennies, dans votre sous-sol à créer une nouvelle technologie, la technologie blockchain, pour ensuite simplement l'offrir gratuitement au monde? N'est-ce pas? Ça n'a aucun sens. Ça a l'air un peu ridicule. Ça semble un peu ridicule, non? Alors, il faut se poser 3 questions. Tout d'abord, qui aurait la technologie et l'expertise pour créer quelque chose comme la blockchain? Ensuite, il faut se demander qui bénéficierait de la création de cette blockchain. Et la troisième question à se poser est pourquoi garderaient-ils cela secret? D'accord? Et quand on fait une analyse par la théorie des jeux, on examine toutes les possibilités. On en arrive à un état profond, l'état profond américain. On en arrive à la CIA, d'accord? Donc la première question, qui aurait l'expertise et la technologie pour créer la blockchain? Probablement les mêmes personnes qui ont créé Internet, probablement les mêmes personnes qui ont créé le GPS, la DARPA, la NSA, la CIA. Probablement ces gars-là, non? S'ils coupent d'Internet, la blockchain, c'est juste un modèle plus fermé d'Internet, non? Alors qu'Internet est ouvert. La blockchain est en réalité fermée à certains membres, mais tout est transparent à l'intérieur de la blockchain. Donc c'est la première question. La deuxième question est, qui profiterait de la blockchain? Eh bien, la CIA, pour 2 raisons. La première, c'est la surveillance, où ils peuvent tout surveiller. C'est presque comme un cheval de Troie si on utilise la blockchain. La deuxième, c'est que la CIA fait beaucoup d'opérations clandestines. C'est un gouvernement dans le gouvernement. C'est essentiellement en dehors de tout contrôle politique. Mais il lui faut un mécanisme pour financer ces opérations. Il lui faut en fait une opération de flux monétaire. Et la blockchain est un excellent mécanisme pour financer beaucoup de ces opérations, en particulier le trafic de drogue. La troisième question est, pourquoi garderait-il cela secret? Et la réponse est, seulement si les gens croient que c'était transparent, ouvert. Et au-delà de l'autorité, au-delà du contrôle politique, est-ce que cela a de la valeur, n'est-ce pas? Donc, au moment où les gens reconnaissent qu'il s'agit d'une opération de la CIA, ils ne mettront pas leur argent dans la blockchain. Les gens ne mettront pas leur argent dans le Bitcoin. Ils se diront, mais pourquoi ferais-je ça? Vous devez vous poser cette question. Où sont situés les serveurs de la blockchain? N'est-ce pas? Parce que j'imagine que si vous êtes capable de contrôler le matériel, vous pouvez aussi contrôler le logiciel. Je me fiche de ce qu'ils me disent à propos de l'open source et tout ça. Je veux savoir où se trouvent les bases de données, où se situent physiquement les serveurs. Il est également intéressant de noter qu'elle est conçue comme une religion. Ouais. Je vais te dire autre chose, d'accord? Mark Zuckerberg. C'est justement ce que j'allais vous demander, ouais. Donc Mark Zuckerberg, j'ai eu ce conflit avec les jumeaux Venovo. Les jumeaux Venovo, d'accord? Les jumeaux Venovos ont donc poursuivi Mark Zuckerberg en justice, affirmant que ce dernier leur avait volé l'idée de Facebook. Et cela a été porté devant les tribunaux et il y a eu un accord. J'ai oublié le montant, d'accord? Mais ensuite, les jumeaux Venovo ont pris une grande partie de l'accord et l'ont tout investi dans le Bitcoin. Des millions investis dans le Bitcoin quand c'était une curiosité. Pourquoi faire ça? Je crois qu'ils sont aujourd'hui les plus grands propriétaires individuels. Je ne le sais pas, mais je veux dire, à l'époque, tu sais, quand c'était une nouveauté, quand c'était quelque chose de niche. Et ce ne sont pas des technologues, n'est-ce pas? Pourquoi auraient-ils investi des millions et des millions de dollars dans ce truc? C'est vraiment étrange. T'as parlé de figures comme Zuckerberg. Elon Musk et Bill Gates ne sont pas des génies, mais des hommes de façade. Sam Altman n'a pas inventé ChatGPT ni les LLM. Steve Jobs n'a pas inventé l'iPhone. Penses-tu que le gouvernement a inventé les réseaux sociaux et l'IA? Donc, si tu remontes aux années 1970, le gouvernement avait un énorme problème de crédibilité. Et le Pentagone avait investi tout cet argent dans Internet comme outil de surveillance. Il voulait promouvoir Internet et les ordinateurs comme un moyen de contrôler les gens.
Le problème, c'est que les Américains venaient de vivre la guerre du Vietnam et il y avait les auditions du comité Church. Et donc, les Américains savaient que la CIA était cette organisation maléfique. Il n'y avait donc absolument aucune confiance dans le gouvernement. Il y avait aussi les auditions du Watergate. Avant cela, les assassinats de Martin Luther King, JFK, RFK. Donc, le gouvernement n'avait absolument aucune confiance de la part du public. Il fallait donc une stratégie pour faire croire aux gens que les ordinateurs étaient sûrs, mignons et inoffensifs. Et la stratégie qu'ils ont trouvée, c'est ouvrons simplement le code source pour les geeks, non? Donc, si vous arrivez à vendre des ordinateurs au public, vous pouvez gagner des milliards de dollars, n'est-ce pas? Alors, Steve Jobs s'est associé à Steve Wozniak, d'accord? Et à cette époque, les gens ne le savent pas, mais Steve Wozniak était un employé de Hewitt-Packard, qui est un sous-traitant de la défense, d'accord? Et donc, tout ce qu'il créait appartenait en fait à HP en tant que propriété intellectuelle, n'est-ce pas? Donc, Steve Wozniak crée cet ordinateur open source, puis il va voir ses supérieurs chez HP et leur dit « Écoutez, je travaille pour vous. C'est vous qui me payez. Écoutez, cet ordinateur, je suis prêt à vous le donner. » Et ils lui ont dit « Non, nous n'en voulons pas. Non, vends-le toi-même. Il est à toi. » Et c'est plutôt étrange. Et ensuite, il devient milliardaire, tout comme Bill Gates. Donc HP a donné à Steve Wozniak la possibilité de vendre le Mac gratuitement. D'accord. Donc, Steve Wozniak était un employé de HP et il a été formé par HP, c'est-à-dire que ses compétences en ingénierie venaient de cet environnement. Elles venaient de cet environnement. Et il avait accès à toute la technologie de HP. Et c'est comme ça qu'il a pu construire un ordinateur personnel à partir de zéro, n'est-ce pas? Grâce à l'expertise que lui a apporté son employeur. Donc techniquement, cela devrait appartenir à HP. Mais ils sont parvenus à un accord selon lequel HP ne revendiquerait aucun droit de propriété intellectuelle sur cet ordinateur, d'accord? Alors, pensez à une université. Si vous êtes Stanford, n'est-ce pas? Stanford possède certaines parts de Google parce que Larry Page et Sergey Brin ont développé Google à Stanford. Vous avez accès à toute la technologie et à toute l'expertise de Stanford. Mais lorsque Steve Wozniak a conçu l'ordinateur Apple, HP a dit non. Non, non. Nous ne voulons rien. Nous ne voulons pas être impliqués dans cela. Et vous devez vous demander, pourquoi ferait-il cela? Je crois que Forbes recense publiquement environ 3000 milliardaires. Genre, est-ce que ça existait il y a 100 ans? Où il y avait tous ces milliardaires autodidactes avec des histoires de réussite qui avaient inventé un produit génial et l'avaient vendu? Ou bien est-ce que cela n'est devenu nécessaire qu'après le Vietnam? Je pense que c'est un phénomène récent. Si l'on remonte à l'âge d'or, ces milliardaires comme John D. Rockefeller et Andrew Carnegie, ce que les gens ignorent, c'est qu'à leur décès, si l'on considère réellement leur patrimoine net, la part qu'ils ont léguée à leurs enfants et petits-enfants ne représentait qu'une fraction de leur patrimoine net total. Alors où est passé tout le reste de l'argent, n'est-ce pas? Et ils consacraient en réalité une grande partie de leur argent à des œuvres caritatives. Alors Andrew Carnegie et Rockefeller étaient connus pour cela. Et ce que les gens ne réalisent pas, c'est qu'ils avaient un problème. Tout le monde supposait en Amérique que c'était des milliardaires autodidactes. C'est ça, le rêve américain, non? Ils étaient les parangons du rêve américain. Tu viens en Amérique, tu n'as rien, mais soudainement, du jour au lendemain, en travaillant dur, tu deviens milliardaire ou même trillionnaire, d'accord? Et ce qu'ils ne voient pas, c'est que ce n'était que des agents, des représentants de la City de Londres. Donc ils ont besoin de dissimuler le fait qu'en réalité, ils n'avaient pas tant d'argent que ça, n'est-ce pas? Et la façon dont ils cachent cela, c'est en donnant l'argent à des œuvres de charité et en disant « Oh, vous savez, j'ai tout donné avant de mourir. » Et c'est ça. Je vais te demander, penses-tu que la science est la religion la plus vénérée sur Terre? Voici une idée que j'ai eue. Regardez vos vidéos, c'est comme lorsqu'un groupe entier de personnes vénère une seule religion. On n'a jamais l'impression d'assister à une pratique religieuse. J'ai l'impression que c'est la vérité. Écoutez, parlons du Covid, d'accord?
Donc, le Covid, vous avez ce virus qui circule. Il mutait très, très rapidement. Et puis, ils ont, en genre moins d'1 an, je crois, c'est de ça, 8 ou 9 mois plus tard, ils ont introduit le vaccin. Vaccin ARN. Et ce truc n'a jamais été testé. Normalement, il faut environ 10 ans pour développer un vaccin efficace, et c'est à ce moment-là qu'un virus se stabilise. Mais nous savons que pendant cette période, le virus mutait constamment. Donc ils ont conçu un vaccin pour essayer d'arrêter un virus en mutation constante, ce qui, on le sait, ne fonctionne pas. Et il y a beaucoup de contestataires, dont le plus célèbre, je pense à l'époque, était Brett Weinstein. Et il expliquait, je regardais beaucoup de ses podcasts, d'accord, mais il expliquait au public, à l'audience, un fait de base sur les virus. D'accord, le virus change constamment. Il mute, n'est-ce pas? Quand on a un vaccin, le vaccin est une fortification contre le virus. Mais si le virus change, ce que le virus va faire, c'est développer des stratégies pour contourner la fortification. N'est-ce pas? Parce qu'il peut changer. Vos fortifications, elles, ne le peuvent pas. Donc, ce que vous faites en introduisant un vaccin dans la situation, c'est que vous entraînez le virus à devenir beaucoup plus évasif. Donc, il ne faudrait pas faire ça. D'accord? C'est une logique très simple, n'est-ce pas? On utilise juste la logique ici. Je dis juste, vous voyez. À moins que le virus ne se soit stabilisé, vous ne savez pas ce qu'il va faire. Alors, ne construisez pas encore de fortifications parce que ces fortifications seront faites à moitié. Cela ne sera pas efficace. Et tout ce qui va se passer, c'est que le virus deviendra beaucoup plus difficile à détecter, n'est-ce pas? Un fait simple. Combien de personnes ont reçu le vaccin? 80% des États-Unis. Et y en avait-il? Et combien étaient ces personnes? Remettez en question la logique et les preuves qui sous-tendent les vaccins. 20%. Et après qu'il a été révélé qu'il pourrait y avoir certains effets secondaires à ces vaccins, y compris la myocardite, d'accord, il n'y a pas de preuves solides, mais je dis qu'il pourrait y avoir des effets secondaires. Parce que chaque fois que vous introduisez un nouveau vaccin à grande échelle auprès de centaines de millions de personnes, il y aura toujours des effets secondaires, n'est-ce pas? Donc, et la myocardite pourrait être l'un des effets secondaires, mais combien de personnes se sont posé la question? Pas beaucoup. Et quand, vous savez, CNN se moque de Joe Rogan pour avoir promu Ivermectin, même si Ivermectin a remporté un prix Nobel, combien de personnes ont pensé que CNN avait raison? Je veux dire, c'est tout simplement stupéfiant de voir à quel point la grande majorité des gens, pendant l'ère Covid, ont éteint leur cerveau et ont simplement accepté tout ce que la science leur disait. Et ont simplement cessé de poser les questions les plus fondamentales et basiques que tout le monde devrait se poser à propos de n'importe quoi. Penses-tu qu'il est juste de dire que la religion la plus populaire est celle qui ne donne jamais l'impression d'en être une? Je dirais que oui. La science s'enorgueillit d'être au-dessus de la religion, d'être entièrement tournée vers la vérité. La vérité ne peut être atteinte que par le débat, le questionnement, l'exploration. Combien de débats ont eu lieu pendant l'épidémie de Covid? Aucun. Si tu essaies de débattre de cela, ils te réduisent au silence. Ils t'ostracisent de la société. Ça me semble être une religion. Oui, c'est intéressant. En fait, parce que si tu regardes attentivement la toute première origine de ces racines, on a vraiment l'impression que tout cela provient directement de la magie. Tu ne trouves pas? Oui. Écoute, je veux dire, clairement, ce truc était une sorte d'arme biologique. Parce que dans la nature, les virus ne mutent pas aussi vite. Il n'y a aucune logique à ce qu'un virus mute aussi rapidement, car un virus essaie de survivre en s'insérant dans un autre. Donc si l'autre meurt, il meurt aussi. N'est-ce pas? Donc la stratégie d'un virus, c'est d'être assez inoffensif pour infiltrer l'autre. Alors pourquoi deviendrais-tu constamment de plus en plus puissant avec le temps? Pourquoi deviendrais-tu plus rapide avec le temps? Ça n'a aucun sens. Donc, clairement, cela vient de recherches sur le gain de fonction qui, je pense, était soutenu et financé
par les États-Unis, militaires. Et c'est parce que le président Obama avait officiellement émis une interdiction sur la recherche de gains de fonction. Cette recherche a été sous-traitée à la Chine, ce qui te montre aussi que le monde ne fonctionne probablement pas comme tu le penses, n'est-ce pas? Parce que si la Chine et les États-Unis sont des concurrents, pourquoi l'armée américaine sous-traiterait-elle des recherches biologiques, des recherches sur les armes biologiques d'ailleurs, à un centre de recherche universitaire en Chine affilié à l'armée chinoise? Mais professeur Zhang, vous êtes chinois, je suis américain, nous sommes censés être ennemis, non? Oui, et alors le monde serait parfait, c'est ça. Selon vous, quels sont les 3 plus grands mensonges qu'on ait racontés aux humains? Je pense que les 3 plus grands mensonges sont que la mort est le jugement final, alors qu'en réalité, je pense que la mort est en fait le commencement. Je pense que si tu regardes les sociétés secrètes, la façon dont elles t'initient dans la société, c'est à travers la mort. Tu fais semblant d'être mort, ils t'enterrent. La raison, c'est qu'à chaque fois que tu meurs, tu peux te regarder tel que tu es et choisir une meilleure voie. Donc tu es capable de lâcher prise sur qui tu es. Et c'est pour ça que je pense que la mort est importante, parce que elle permet la renaissance et le renouveau. Elle permet une remise à zéro. Et je pense que c'est un mécanisme d'accumulation de connaissances. Si tu fais une erreur dans cette vie, ne t'en fais pas, parce que tu vas mourir. Et tu reviendras probablement plus tard et tu apprendras de tes erreurs. Mais n'aie pas peur de mourir. N'aie pas peur de faire des erreurs. Tout cela fait partie du processus de croissance. Donc, je pense que la mort est l'un des plus grands mensonges, et c'est un mensonge très destructeur où, pour une raison quelconque, tout le monde a peur de mourir. Alors, ils dépensent des milliards de dollars pour essayer de vivre éternellement, n'est-ce pas? Donc, je pense que c'est un énorme, énorme mensonge. Le deuxième grand mensonge, c'est que nous sommes individuellement impuissants. Nous ne comptons pas, n'est-ce pas? Il y a donc cette guerre en Iran. Eh bien, nous ne pouvons pas influencer son issue parce que nous ne sommes pas des guerriers. Nous n'avons pas d'armée. Alors, contentons-nous de regarder OnlyFans ou de jouer à des jeux vidéo ou de parier sur l'issue de la guerre. Mais comme je l'ai dit auparavant, nous sommes tous un reflet de l'univers. Et ce que nous faisons compte. Si nous choisissons de mener une bonne vie, l'univers s'en portera mieux. Alors, ne t'inquiète pas de ce qui se passe au Moyen-Orient. Ne t'inquiète pas de la politique des trafiquants de drogue. Préoccupe-toi simplement d'être une bonne personne, d'être gentil, ouvert, généreux avec tous ceux qui t'entourent. Et tu auras rendu le monde meilleur. Tu comptes. Et le grand mensonge, c'est de croire que vous n'avez aucune importance. Le mensonge, c'est de prétendre que vous n'avez absolument aucun impact sur ce monde. Malheureusement, trop de gens ont cru à ce mensonge et se sont dédouanés de toute responsabilité et de toute capacité d'action. Je les aime beaucoup. Pensez-vous qu'un autre mensonge dans l'histoire soit dû au hasard? Ils ne disent donc pas que l'histoire est aléatoire. Ils disent que l'histoire est théologique. C'est-à-dire que l'histoire avance vers un but supérieur et que nous nous améliorons de génération en génération, n'est-ce pas? Alors, regardez-vous nos progrès depuis la révolution sino-turque. Et personnellement, je pense que nous nous sommes lourdement illusionnés en croyant que nous sommes parvenus au sommet de notre civilisation actuelle. Que parce que nous avons des avions, parce que nous avons des gratte-ciel, parce que nous avons Internet, nous avons atteint la plus grande civilisation de toute l'histoire humaine. Mais ensuite, on va regarder un endroit comme l'Égypte qui a construit les pyramides. Et on ne peut pas expliquer les pyramides. On ne peut même pas les construire. Aujourd'hui, Eh bien, oui, je veux dire, donc, si nous sommes la plus grande civilisation de toute l'histoire humaine, pourquoi ne pouvons-nous pas construire les pyramides? Il y a tant de choses dans l'histoire qui nous sont cachées. Et donc, on s'est juste illusionné en croyant que nous sommes tellement meilleurs que tous les autres. Nous sommes tellement supérieurs à toutes les autres civilisations qui nous ont précédés, alors que je ne pense pas que ce soit vraiment vrai, en fait. Vous savez, si vous allez explorer ces communautés autochtones à travers le monde, peut-être les Inuits au Canada, ou, vous savez, les groupes aborigènes en Nouvelle-Zélande,
si vous passez réellement du temps avec eux, vous découvrez qu'ils sont vraiment des gens heureux, équilibrés, avec un profond sentiment de leur propre valeur, de sens et de but dans leur vie. Et je pense que c'est un objectif qui vaut la peine d'être poursuivi, non? Alors que nous ne sommes que des vases vides, essayant d'augmenter le chiffre sur notre compte en banque sans raison particulière. Nous n'avons pas d'histoire sur qui nous sommes, ce que nous faisons ici et où nous allons. Eux, oui. Et je pense que c'est ce qui leur donne de la joie et un but dans la vie. À ton avis, qu'est-ce que les élites pensent être le secret pour vivre éternellement? D'accord, alors, les élites sont en fait obsédées par l'idée de vivre éternellement. Et il y a différentes raisons à cela. Certains ont émis l'hypothèse que c'est parce qu'au fond d'eux-mêmes, ils savent tout le mal qu'ils ont commis. Ils ont donc peur du jugement dernier lorsqu'ils se retrouveront face à Dieu. Ils ont peur de comme être tenus responsables de leurs actes. Voilà donc une possibilité. Une autre possibilité est qu'ils soient tout simplement très heureux de la vie qu'ils mènent ici. Ils veulent donc préserver cela. Ils ont peur de tout perdre en mourant. Je pense donc que les deux sont possibles. Mais je pense que le corps n'est pas le secret de la vie éternelle. Alors, si vous prenez quelqu'un comme Peter Attia, je ne sais pas si vous avez vu son travail, mais il parle de comment vivre plus longtemps et en meilleure santé, n'est-ce pas? Il est très cher. Je veux dire, vous savez, il facture, je crois, 100 000 $ par an juste pour donner des conseils sur la façon de adopter un style de vie qui vous permette d'atteindre le maximum. La santé à long terme. Donc, des gens comme Peter Thiel ou encore Brian Johnson qui essayent de vivre le plus longtemps possible. Il y a beaucoup d'argent investi dans la recherche sur la longévité, mais je pense que ce n'est pas la bonne approche. Je pense que le secret n'est pas dans le corps, le secret est dans l'esprit. Donc, je reviens à Donald Trump parce que c'est un cas d'étude très intéressant pour moi, où nous n'avons jamais eu quelqu'un qui ait pu captiver l'attention mondiale aussi longtemps, n'est-ce pas? Avant, on pouvait être célèbre dans sa communauté, mais ça s'arrêtait là. Mais aujourd'hui, avec les films, avec Internet, avec la numérisation, Donald Trump vit sans payer de loyer dans l'esprit de milliards de personnes. Il y a des gens qui, littéralement, se réveillent chaque matin en se demandant « Oh, que fait Donald Trump aujourd'hui ?» Alors, ils vont en ligne et lisent les actualités. Ils sont fascinés par ce type. Ils pensent à lui tout le temps. Et donc, nous n'avons jamais connu une époque où autant de personnes étaient concentrées sur une seule personne. Et ma question est la suivante. Donald Trump mourra-t-il un jour? Parce que je comprends, oui, il mange chez McDonald's tous les jours. Je comprends qu'il est gros et vieux. Mais nous n'avons jamais eu une situation où le monde entier est focalisé sur chaque seconde. Le discours, le moindre mouvement d'une seule personne, il suffit de regarder comment il passe sa journée. C'est toujours avec la presse, non? C'est toujours soit sur Truth Social, soit en train de donner une conférence de presse ou de parler à un journaliste. C'est incroyable de voir comment les journalistes à Washington, D.C. se disent « Oh mon Dieu, je peux appeler le président des États-Unis et il me parlera pendant 1 heure. » C'est littéralement comme si n'importe quel journaliste à Washington, D.C. pouvait faire ça. Vous pouvez obtenir son numéro de téléphone alors qu'il est le président des États-Unis, l'appeler et il vous dira, vous savez, ce qu'il pense et tout ça. Donc c'est une situation très étrange. Et on se demande, pourquoi fait-il cela? Eh bien, je pense qu'il fait ça parce qu'il recherche l'attention. Parce qu'il veut vivre dans la conscience du monde entier. Nous n'avons jamais eu quelque chose comme ça auparavant, n'est-ce pas? Alors, revenons à l'idée que la conscience est la création de la réalité. Mais ce que cela signifie, c'est que nous créons naturellement notre propre réalité individuelle. D'accord? Mais si nous avons tous Donald Trump dans nos esprits, alors Donald Trump devient la convergence de toutes les réalités individuelles sur la planète Terre. Et cette convergence, c'est ce que nous appelons Dieu. Alors, est-il possible qu'en pensant constamment à Donald Trump tout le temps, en lui accordant notre attention psychique,
est-ce qu'en gros nous manifestons Dieu en Donald Trump? De sorte que sa conscience devienne éternelle, figée, parce que nous la rendons éternelle, parce que nous ne pouvons pas percevoir, imaginer ou désirer un monde sans lui. Il y a une certaine addiction à Donald Trump aujourd'hui, non? Imaginez, souvenez-vous à quel point Joe Biden était ennuyeux. C'est ça, on avait Donald Trump et on se disait « oh mon Dieu, s'il te plaît, va-t'en, je ne veux plus penser à toi. » Ensuite, on a eu Joe Biden, genre, qui personne ne se souvient de ce qui s'est passé sous Joe Biden, n'est-ce pas? Et maintenant, avec Donald Trump, c'est comme si on revenait à s'inquiéter constamment du monde, à le maudire sans arrêt, mais aussi à penser sans cesse à lui accorder toute notre attention. Et la question que je me pose est la suivante. Est-ce qu'il va finir par mourir? Et ce que je redoute par-dessus tout, c'est qu'il ne meure pas. Je pense que c'est là le secret de la longévité. Être capable de s'implanter dans la conscience de tant de personnes que leur conscience crée une réalité dans laquelle tu peux habiter pour toujours. C'est vraiment fascinant si tu regardes l'histoire des mèmes. Je crois que c'est Richard Dawkins qui avait proposé en premier lieu la mémétique. Et Trump est le plus grand mème de tous les temps. Et tu le sais parce que quelle était la plus grande meme coin? Pièce de monnaie Trump. Ah, donc ça signifie quelque chose, je ne sais pas. C'est ce qui donne véritablement du pouvoir à un dieu quand on y pense. Pensez-vous que la réponse réside simplement dans l'attention, dans votre conscience active? Oui. C'est un démon psychique, d'accord? Et vous nourrissez un démon psychique d'émotions intenses. Et Donald Trump suscite tellement d'émotions intenses, soit on le déteste, soit on l'adore. Il s'en fiche car ce sont les émotions qui lui donnent de la force, n'est-ce pas? Pour lui, la haine et l'amour, c'est la même chose. Donc, encore une fois, il s'agit d'une expérience de pensée. Mais la question est, va-t-il mourir? Parce qu'il ne va pas partir. Tant qu'il restera dans ce bureau, il ne mourra pas. Et très honnêtement, il n'y a plus aucun moyen de se débarrasser de lui. Croyez-vous réellement que les membres de l'élite mondiale se considèrent comme étant issus de lignées ancestrales et sacrées? Oh, absolument. Est-ce qu'il s'agit ici d'une seule lignée ou bien de plusieurs lignées? Lignées. Oui, il parlait de 13 lignées. Donc, je veux dire, je pense que c'est une théorie des jeux où l'on est dans le pouvoir et le privilège. Et tu vas dans un endroit comme Andover, Yale, Harvard Law School, et tu rencontres des gens qui sont plus intelligents que toi. Alors, comment peux-tu t'expliquer à toi-même pourquoi tu es plus puissant que ces gens-là? Et la réponse, c'est « mon sang est meilleur. Mon sang est plus pur. J'ai du sang de dragon. J'ai du sang divin, d'Hercule, d'Achille, d'Alexandre le Grand. C'est pour ça que je devrais gouverner le monde. Parce que je ne vais pas abandonner ma position. Je ne vais pas admettre que cet autre gars est meilleur que moi. Je devrais gouverner. Et la meilleure explication pour laquelle je devrais gouverner, c'est parce que j'ai toujours gouverné. Parce que je suis la réincarnation d'un être divin sur Terre. Et c'est quelque chose en quoi Jeffrey Epstein croyait. Celle-là est fascinante. Je suis sûr qu'on pourrait regarder l'histoire de ces ancestry.com et 23andMe. Je suis sûr que c'est étrange, mais comment déterminer la lignée autrement qu'avec un test ADN? Et en fait, tu ne devrais participer à aucune de ces choses. Pourquoi? Parce qu'une théorie du complot, d'accord, je vais juste lancer ça comme ça, d'accord, mais une théorie du complot, c'est que ils veulent certaines lignées et ils utilisent ces sites pour trouver certaines lignées. Donc si tu fais partie de cette lignée, de mauvaises choses pourraient t'arriver. Pourquoi y a-t-il autant de trafic humain aux États-Unis? Ils accordent beaucoup d'importance aux lignées, n'est-ce pas? Donc s'ils croient qu'ils sont issus d'une lignée divine, ils voudraient aussi empêcher d'autres personnes de lignée divine d'accéder au pouvoir, n'est-ce pas? Ils voudraient s'écarter des autres lignées. Ils pourraient aussi boire le sang d'autres lignées pour renforcer leur propre lignée. Tu sais, encore une fois, c'est une théorie du complot. Je n'ai aucune preuve que ce soit le cas. Mais si tu examines réellement la façon dont ces gens pensent, et ces gens sont comme fous, ça a du sens. alors de quelle lignée faudrait-il être pour eux? Faudrait-il faire partie de ces 13 familles ou juste ne pas en faire partie?
Donc je pense que ça dépend du groupe auquel tu appartiens. Je pense qu'il y a quelque chose qu'on appelle les 13 lignées qui remontent elles-mêmes jusqu'à l'Empire romain. En gros, mais ensuite, tu as ça qui se passe chez les franquistes, qui sont peut-être quelques centaines de familles. Et Jeffrey Epstein faisait partie de la lignée des franquistes sapiciens. Donc, il y a un chevauchement, mais il y a aussi certaines distinctions. Honnêtement, je n'ai pas fait beaucoup de recherches sur ces lignées car je pense que ce n'est pas vraiment utile. Je m'intéresse davantage aux idées car ces gens ne sont pas très intelligents et leur comportement est en quelque sorte prédéterminé. Vous ne savez pas exactement comment ils vont se comporter. Je m'intéresse bien plus aux gens comme Donald Trump qui, quoi qu'on pense de lui, a au moins de l'imagination. En fait, Un lien avec le divin, peut-être. il pense que oui. Et c'est probablement le cas. Ce que j'ai trouvé fascinant dans notre conversation d'hier, c'est que vous croyez qu'il n'existe pas de personne plus puissante que les autres au monde. Ouais. Et cette logique m'est étrangère. Il me semble également logique que nous soyons autorisés à le dire, car la personne qui se croit la plus puissante du monde voudrait que nous prononcions son nom. Exactement. Exactement. C'est tout à fait ça. Et la personne? Oui, je ne pense pas que quelqu'un ne voudrait pas que l'on dise son nom. Ça a du sens. Donc, je veux dire, on dit que ces sociétés secrètes sont promues par des sociétés secrètes, non? Donc, pour revenir à l'exemple des Illuminati. Les Illuminati ont donc été fondés à la fin du XVIIIe siècle par Adam Weishaupt, qui était auparavant jésuite, et les jésuites sont des crypto-juifs. Et il s'est allié à Jacob Frank et Mayer Rothschild, et ensemble, ils ont formé les Illuminati. Et chaque fois que vous créez une société secrète, d'accord, votre principal problème est en fait le recrutement. Comment faites-vous pour que des gens rejoignent votre organisation? Et Adam Weishaupt a réussi à développer les Illuminati parce qu'il était un maître de la manipulation médiatique. Il a donc créé le mythe selon lequel il existerait des personnes qui cherchent à conquérir le monde. Et ils se sont infiltrés partout en Europe, dans toutes les grandes lignées nobles. Et ils ont également infiltré les francs-maçons. Et il conspire pour renverser ces dynasties européennes. C'est donc lui qui a promu ce mythe. Parce que si tu es juste un gars lambda et que tu lis des choses sur ces types, tu te dis, en fait, c'est plutôt cool. Ouais, je devrais rejoindre ces gars-là. Et ça donne un levier politique bien plus important. Exactement. Donc, c'est ce que les gens ne comprennent pas vraiment à propos des Illuminati. C'est en réalité plus une campagne de relations publiques que ça, plutôt qu'une véritable force puissante dans le monde. Mais encore une fois, souviens-toi, cela nous ramène à Donald Trump et à la caverne de Platon. La conscience, c'est la réalité elle-même. Fin de semaine. Si tu fais croire à suffisamment de gens que c'est vrai, alors ça le devient. Tu as parlé de différentes sociétés secrètes. Tu as évoqué diverses opérations psychologiques, fait différentes prédictions sur le système. Y a-t-il quelque chose que vous, professeur Zhang, êtes autorisé à dire? Je pense que si tu fais référence à certains individus et à leurs actions, ils viendraient après toi. Parce que tant que tu parles de façon abstraite du genre « voilà comment les sociétés secrètes dirigent le monde », ça va, ils s'en fichent, personne ne s'en soucie. Tu parles du lien entre Jeffrey Epstein et cette personne. Et c'est cette personne qui a financé certains aspects de son comportement. Cela lui causerait des problèmes. Et ensuite, il t'en causerait à toi. Donc je pense que citer des noms, entrer dans les détails, c'est problématique. Un autre problème, c'est, disons que j'ai accès à des informations confidentielles que quelqu'un m'a partagées et que je te les révèle. Eh bien, ce serait un problème, parce que j'aurais alors trahi cette personne. Et je ne fais pas ça parce que je ne connais aucune personne puissante et personne ne m'a jamais confié de secret. Donc, beaucoup de choses que je fais sont basées sur des spéculations, sur de l'analyse, et personne ne s'en soucie si tu fais ça. Mais encore une fois, si tu cites quelqu'un de puissant et que tu révèles certains de ses comportements, cela peut être utilisé comme preuve légale contre lui, cela peut servir à l'incriminer. Cela poserait problème.
Si des informations t'étaient révélées par une source confidentielle et que tu divulguais ces informations confidentielles à d'autres personnes en les rendant publiques, cela t'exposerait aussi à des représailles. Donc je dirais ces deux choses. La plupart de tes détracteurs disent que ce que tu fais est techniquement illégal dans ton pays d'origine, et que la seule raison pour laquelle tu n'as pas eu de problème, c'est parce que tu es un agent du PCC ou de la CIA, ou un agent du MI6. Professeur Zhang, êtes-vous un espion? D'accord, très bien. Alors, laissez-moi répondre à la question. Comment puis-je faire ce que je fais en Chine? Et la raison, c'est que je ne fais en réalité pas partie du système chinois. Le système chinois est conçu pour contrôler le comportement des citoyens chinois. C'est donc une bureaucratie très compliquée. Je ne suis pas citoyen chinois. Je ne participe pas au système chinois. Je suis un étranger, embauché pour enseigner l'anglais dans une école privée. C'est mon identité. C'est mon rôle en Chine. Et les étrangers bénéficient d'une grande marge de manœuvre en Chine. En fait, nous opérons dans une zone grise où nous n'avons pas vraiment d'importance. On est en quelque sorte toléré, mais on n'a pas vraiment d'importance. D'accord. Un exemple de cela, c'est que si vous avez une carte d'identité chinoise, alors vous faites partie du réseau de surveillance par IA chinois. Ce qui signifie que tout ce que vous dites est surveillé, tout ce que vous faites est surveillé. Lorsque vous utilisez un système de paiement chinois, ces informations sont toujours stockées en ligne et la base de données est conçue pour établir votre profil. D'accord? Mais c'est un système conçu pour les citoyens chinois et la raison pour laquelle vous faites cela, ce n'est pas parce que vous vous intéressez au comportement individuel, mais au comportement collectif. Donc, vous essayez de comprendre le réseau social de cette personne. Ensuite, profilez ce réseau social et manipulez-le. Vous comprenez? Bref, j'importe peu. Je suis hors système. Quoi que je fasse, cela n'a aucun impact sur la façon dont le système est géré et administré. Le système est destiné à contrôler les personnes à l'intérieur de la Chine, pas à l'extérieur. La Chine n'a absolument aucun désir de conquérir le monde, parce que ce serait une vraie galère. D'accord? Donc, c'est pour ça que j'ai le droit de faire ce que je fais. Tant que je ne suis pas sur les réseaux sociaux en Chine, tant que je ne fais pas de discours public en Chine, tant que je ne parle pas à des journalistes chinois, je n'ai aucune importance dans le système. Mais à partir du moment, et c'est une nuance importante, où je décide, vous savez quoi, je veux être célèbre en Chine. Je veux créer un compte sur les réseaux sociaux. Je veux faire des discours et générer des revenus. Là, je deviens un problème, n'est-ce pas? Donc, c'est moi qui prends cette décision. Cette distinction où je choisis la liberté, mais où je choisis aussi de ne pas m'engager dans des opportunités lucratives en Chine. Mais si je devais m'engager dans des opportunités lucratives, alors on s'attendrait à ce que je dise certaines choses, des choses qui promeuvent la ligne du parti dans le monde et en Chine. Par exemple, si vous voyez un influenceur américain peut-être parler chinois à... Imaginez une classe d'étudiants américains qui discutaient des sujets dont vous parlez, mais concernant la Chine, à votre avis, que se passe-t-il? Par exemple, si vous voyez un influenceur américain parler chinois à une classe d'étudiants américains et qu'ils abordaient les sujets dont vous parlez, mais du point de vue de la Chine, que penseriez-vous qu'il se passe? Je n'aurais absolument aucune idée de ce qui se passe. Je me dirais tout d'abord, qui est ce type et d'où tient-il ces informations? Ensuite, je me demanderais pourquoi il est autorisé à enseigner ces choses aux élèves. Je veux dire, est-ce qu'il n'a pas de superviseur? Il n'y a pas, par exemple, un principal de lycée qui supervise le programme? Et puis, troisièmement, je me demanderais, qu'est-ce qui motive ce type? Pourquoi fait-il ce qu'il fait? Parce que, franchement, ça n'aidera pas les élèves à entrer à l'université. Ça ne les aidera pas à réussir le SAT. Tout ça, c'est juste ridicule. Je n'aurais absolument aucune idée de ce qui se passe. Je serais complètement perdu. Je serais en train de patauger, genre complètement sidéré par ce type. Je n'aurais absolument aucune idée de qui il est. Je ne saurais pas pourquoi il fait ce qu'il fait. Et je serais bien perplexe de savoir comment il arrive à s'en tirer avec de telles crasses. Et Avez-vous le sentiment que vos réponses jusqu'à présent ont répondu à cette question de manière assez complète? si vous consultez mon historique, vous verrez que je fais toutes sortes de choses étranges. Les gens qui me connaissent ne sont pas surpris par ce que je fais.
Ils sont surpris de voir à quel point je suis devenu célèbre. Mais ce que je fais ne les surprend pas. Je suis juste un type bizarre, n'est-ce pas? Parce que je suis allé à Yale et que je suis venu en Chine. Et j'ai passé toute ma vie ici, simplement à enseigner. Et je suis, disons, pauvre comparé à mes camarades de Yale, n'est-ce pas? Eux sont devenus avocats et médecins et mènent des vies très respectables dans l'Upper West Side à New York. Donc, quand je suis d'abord entré à Yale, tous mes cousins me détestaient. Parce que maintenant, ils étaient eux aussi sous pression pour entrer dans l'Ivy League. Et puis, environ 10 ans plus tard, j'entends une histoire sur la façon dont mon cousin s'est disputé avec sa mère. Et sa mère lui a dit, tu dois travailler plus dur parce que tu veux être comme oncle Jiang et entrer à Yale. Et alors le cousin a répondu, oui, maman. Mais lui, il est retourné en Chine. Et cela a mis fin à la conversation. Je n'ai plus jamais été mentionné dans cette famille. Donc, je veux dire, tous mes proches, ma famille, sont choqués par à quel point je suis étrange. Genre, tu vas à Yale comme si tu gagnais à la loterie et tu décides, tu sais quoi, je vais juste aller dans un endroit où mon diplôme de Yale n'a pas vraiment d'importance. Où je ne peux pas devenir médecin ou avocat. Je ne peux devenir qu'enseignant au lycée. Donc, je suis juste une personne étrange en général. Et puis, tu sais, en 2008, j'ai créé le premier programme international d'école publique en Chine. Pour envoyer des enfants chinois aux États-Unis pour l'université. Et à cette époque, c'était un nouveau domaine et tout le monde savait que c'était comme une fusée. Je pouvais devenir millionnaire simplement en aidant des enfants chinois à postuler à l'université. Et beaucoup de gens sont effectivement devenus millionnaires. Mais après quelques années à faire cela, je suis parti parce que je ne voulais pas faire ça toute ma vie. Je ne voulais pas devenir homme d'affaires. Je ne voulais pas gagner des millions de dollars en faisant entrer des enfants riches à Yale et Harvard. Je suis parti. J'ai travaillé pour les Nations Unies en 2006. Et regardez, quand on travaille pour les Nations Unies, c'est la vie la plus confortable et la plus facile que l'on puisse avoir, d'accord? C'est la chose la plus absurde qui ait jamais existé. Mais vraiment, je gagnais littéralement 6 chiffres en ne faisant rien chaque jour, juste assis dans mon bureau à faire semblant de taper sur un clavier. Et si j'avais eu une famille, chacun de mes enfants aurait eu droit à une scolarité internationale gratuite. Si je voyageais, ce serait en classe affaires. On m'aurait accordé une pension après 10 ou 20 ans, une pension complète. J'étais traité comme de la royauté partout où j'allais parce que je représentais les Nations Unies. Et je suis parti parce que je pensais que c'était une existence dénuée de sens. Donc, je suis souvent moi-même perplexe. Les gens pensent, mes amis me disent qu'ils ne comprennent pas pourquoi je fais ce que je fais. Donc tout cela m'a progressivement mené jusqu'à cet endroit précis. Et encore une fois, mes amis ne sont pas surpris par ce que je fais, c'est-à-dire enseigner les théories du complot au lycée. Ça fait simplement partie de ma personnalité. Mais ils sont un peu surpris que j'ai actuellement 2 millions d'abonnés sur YouTube. N'est-ce pas? Ils sont un peu étonnés par ça. C'est comme, ouh. Et tu vois, ce sont des gens de Yale, de Harvard, tu vois? Donc ils sont très conservateurs. Ils ont une vision du monde très rigide. Et ils ne comprennent pas comment je peux enseigner cela et être aussi populaire dans le monde. Est-ce que tu as manifesté cela? C'est une très bonne question. La réponse courte est oui. Mais la vraie réponse, c'est que j'ai imaginé cette possibilité, tu vois? Mais, tu sais, la chose, c'est que je suis écrivain de formation. Genre, j'écris des livres. Et donc, j'imagine des choses tout le temps. Et j'ai imaginé que cela pourrait être une possibilité un jour. Et maintenant, je me positionne très soigneusement. Et je commence à me manœuvrer doucement. Dans cette position. Donc, il y a 5 ans, quand le COVID est arrivé, j'étais tellement contrarié par le COVID. Ça m'a vraiment agacé de voir que le monde entier a juste éteint son cerveau, tu vois. C'était du genre, bon, tu sais, ce vaccin,
eh bien, on ne sait pas s'il fonctionne, mais certains scientifiques ont dit qu'il fonctionne, donc ça doit fonctionner. Alors je vais juste l'ingérer et espérer que tout se passe bien. C'était tout simplement insensé à mes yeux. Je suis fasciné par les réseaux sociaux, par Internet. Du coup, je regardais beaucoup Joe Rogan, je regardais beaucoup Jimmy Dore, je regardais de nombreux médias alternatifs. Et je me suis tourné vers les médias alternatifs parce que j'aime les débats, j'aime les conversations, j'aime explorer. Il me semblait que des personnes comme Jimmy Dore, Joe Rogan, Brett et Eric Weinstein, pour Tucker Carlson, c'était des gens ordinaires qui essayaient vraiment de chercher la vérité, qui remettaient vraiment le monde en question. Et je me disais, bah, tu sais, j'aimerais un jour être invité dans leur émission. Tu sais, je sens que c'est une direction que je pourrais prendre. Alors je me suis demandé, d'accord, si je veux être comme eux, parce que ce n'est qu'en étant comme eux que je pourrais passer dans leur émission, non? Ils ne vont pas, genre, inviter un prof de lycée au hasard dans leur émission. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire qui me rendrait tellement unique que je pourrais devenir populaire sur les réseaux sociaux? Et ma solution a été, je vais faire des prédictions stupides et espérer qu'elles se révèlent exactes. Et si elles ne sont pas exactes, je vais devenir la risée du monde pour le reste de ma vie. Mais si elles le sont, alors je pourrais passer chez Tucker Carlson, non? Donc, c'était ma stratégie et mon plan quand j'ai lancé la chaîne YouTube. Ça paraît tellement idiot, non? Tu es en train de me dire que tu ne croyais pas à ces prédictions? Si, je crois à mes prédictions. Je croyais que ça se passerait comme ça s'est passé très fortement. Parce que, rappelle-toi, je devais d'abord expliquer et justifier mes prédictions. Mais je me suis aussi filmé et j'ai mis la vidéo sur YouTube. C'est ça. Ce qui veut dire qu'il existe maintenant une trace historique de mes prédictions. Et je n'aurais fait ça que si j'y croyais vraiment. Mais ce qui s'est passé, c'est que pendant les 5 ou 6 dernières années, j'ai eu des conversations avec des amis et on avait ces débats un peu idiots sur la géopolitique. Du genre, on se disputait pour savoir qui serait le candidat démocrate en 2020. Et j'étais là, pourquoi on a cette dispute stupide? Ce sera Joe Biden. D'accord. Et tu vois, il y avait beaucoup de résistance. On me disait, non, non, ce sera Pete Buttigieg. Ce sera Kamala Harris parce qu'on veut un candidat plus jeune. Et moi, je disais, ce que vous voulez n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est comment fonctionne le monde. Et Joe Biden sera le candidat. J'avais aussi prédit que Trump gagnerait en 2020 et battrait Joe Biden. Et puis, il y avait des discussions sur Poutine qui allait envahir l'Ukraine, attaquer l'Ukraine. Et mes amis disaient, ça n'arrivera pas, c'est impossible, c'est trop dangereux et Poutine perdrait. Je me disais, oh mon Dieu, c'est tellement absurde. Tout ça va évidemment arriver. Et pour une raison quelconque, tous mes amis croient exactement le contraire et je ne peux plus leur parler. Ça ne sert à rien. Ce sont des gens de Yale et Harvard censés être parmi les plus intelligents du monde. Et ils ont comme des crânes épais et c'est presque impossible de leur transmettre une réalité évidente. Alors tant pis, je vais créer ma propre chaîne YouTube et simplement parler avec mon cœur, tout simplement. Penses-tu que la raison pour laquelle tu arrives à prédire certaines de ces choses, c'est parce que tu es entré à Yale en tant qu'enfant pauvre? Et que tu as simplement observé comment ces riches, cette élite, ce type de conscience, cette identité de groupe, comment ils se comportent et comment ils gagnent? En gros, tu as pu voir les choses telles qu'elles sont, alors que eux sont tellement enfermés dedans qu'ils ne peuvent pas le voir. Ils sont trop biaisés. D'accord. Alors, ce qu'il faut savoir à propos de Yale, c'est que quand tu es un enfant pauvre et que tu entres dans un endroit comme Yale, qui représente, je veux dire, le sommet du pouvoir élitiste, d'accord? Tu es traumatisé par l'événement. Pendant tout mon temps à Yale, je me sentais comme un imposteur, comme si je n'avais pas vraiment ma place ici. Et tu es traumatisé par l'aliénation parce que tu n'as pas ta place ici parce que tu n'es pas riche. Et ils ne veulent en fait pas te parler. Et donc Yale a été une expérience aliénante et traumatisante pour moi. Et quand ça arrive, tu te dissocies, n'est-ce pas? Donc je n'observais pas vraiment comment le pouvoir fonctionne parce que je n'étais de toute façon jamais invité à leur soirée.
et je n'étais pas ami avec eux. Donc je ne comprenais pas comment le pouvoir fonctionne. Et donc j'ai développé une vision très naïve du monde qui était que le monde était une méritocratie, c'est-à-dire que les meilleures idées finiraient toujours par l'emporter. Donc ce n'était pas grave si je n'avais pas d'amis. Ce n'était pas grave si je n'avais pas d'argent. Ce n'était pas grave si je n'avais pas de relations. Ce qui comptait, c'était si je faisais simplement du mieux possible, quoi que je fasse, je réussirais. Et c'est ce que j'avais compris. Je quitte Yale. Alors je pars à la découverte du monde et j'essaye plein de choses différentes. J'essaye d'être journaliste. J'essaye de devenir réalisateur de documentaires. Et quoi que je fasse, ce n'était qu'échec sur échec. Et je ne pensais pas que mes collègues dans ces secteurs d'activité étaient nécessairement meilleurs que moi. Et j'étais un peu surpris par cela. Et je suis devenu très en colère contre moi-même de ne pas réussir parce que je pensais que tout l'intérêt d'aller à Yale était de réussir et je n'y arrivais pas. Donc, je suis devenu très anxieux, très déprimé. Et pendant de nombreuses années, je me suis enfoncé dans une profonde dépression. Et quoi que je fasse, je n'arrivais pas à m'en sortir. Et puis, en 2008, j'ai trouvé un emploi en créant et en gérant le premier programme d'études à l'étranger pour une école publique en Chine. Et ça, c'est un succès. Mais le processus de création du programme m'a laissé traumatisé parce que j'y ai mis tout mon cœur et mon âme pour me prouver ma valeur. Et je n'arrivais pas à me contrôler émotionnellement. Et je me suis disputé avec mon patron. Et donc il m'a licencié ou j'ai démissionné, peu importe, tu vois. Mais après ça, je me suis dit, clairement, il y a quelque chose qui ne va pas chez moi. De toute évidence, je dois réfléchir à qui je suis, comment j'en suis arrivé là et comment je peux m'améliorer. Alors, à cette époque, j'ai écrit un article intitulé « 3 choses que Yale ne m'a pas apprises ». Et j'y ai énuméré 3 problèmes fondamentaux liés à mon éducation, à ma propre psychologie. Et le premier problème, c'est que je pensais que le QI était la chose la plus importante, la fin et le commencement de tout. Donc, si vous êtes capable de vous exprimer clairement, si vous savez faire des maths, eh bien, vous devriez être président des États-Unis. Alors que si vous n'êtes pas capable de vous exprimer clairement, alors vous devriez être concierge. D'accord? Donc, je voyais le monde à travers le prisme du QI. Je ne réalisais pas que le monde était bien plus diversifié que je le croyais. C'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est que je croyais que le monde était une compétition à somme nulle. Donc je suis sur YouTube et il faut que j'ai le plus de vues sur YouTube, le plus d'abonnés sur YouTube. Sinon, je ne suis rien. Et donc je voyais tout le monde comme un concurrent. Je n'arrivais pas à prendre plaisir au bonheur des autres. Quand les autres étaient heureux, je devenais très malheureux parce que genre, pourquoi étaient-ils plus heureux que moi? Donc je voyais le monde à travers ce prisme. Et le troisième problème, c'est que je voyais l'échec non pas comme une opportunité de grandir et d'apprendre, mais comme la preuve de mes propres insuffisances. Donc j'avais peur d'échouer. Je ne voulais pas perdre. C'était l'expérience la plus traumatisante d'échouer et de perdre. Et donc j'ai compris que ces 3 choses me freinaient. Et j'avais besoin de me réinventer. J'avais besoin de mourir, en quelque sorte. J'avais besoin de me garder moi-même. Alors voici ce que j'ai fait. J'ai repensé mon éducation à Yale, d'accord? À Yale, on allait simplement à l'école avec les meilleurs et les plus brillants. On était enseigné par des professeurs éloquents, très érudits. Alors je me suis dit, je vais me jeter dans le monde, je vais interagir avec des gens ordinaires et faire des choses ordinaires. Très bien. Donc je me suis inscrit à des cours de cuisine. Et le premier jour où je vais à l'école de cuisine, je m'imagine, je me projette que, oh, dans un an, je serai le plus grand chef du monde. Parce que mes camarades de classe ne connaissent pas Shakespeare. Ils ne sont jamais allés à Yale, alors que moi, oui. Donc je leur suis supérieur. Donc à la fin de cette année, mon ambition est d'avoir mon propre empire de restaurants. Je vais avoir genre 1000 restaurants à travers le monde. Je vais avoir ma propre émission de télévision et je serai le meilleur cuisinier du monde. D'accord. Et bien sûr, j'étais un désastre complet. En cuisine, je ne savais rien. Et j'étais genre le pire élève de la classe. Et d'ailleurs, c'était des jeunes en formation professionnelle. Ils avaient genre 18, 19 ans. Ils travaillaient comme cuisiniers dans un bar d'aéroport.
Ils venaient le soir pour suivre ce cours parce qu'ils aimaient cuisiner. Il y avait une passion. Et donc, à la fin de chaque cours, quand tu cuisines 3 plats, tu les présentes au chef. Et ensuite, le chef leur donnait une note. Et j'étais tellement mauvais que le chef ne touchait même pas à mes plats. Il disait, je ne vais pas manger cette merde. Dégage, mec. Et moi, j'étais là. Mais qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Vous ne savez pas que je suis allé à Yale? Mais qu'est-ce qui ne va pas chez vous, bande d'idiots? Mais j'étais vraiment une catastrophe comme élève en cuisine. C'était une humiliation totale, mais ça m'a appris quelque chose. Que le monde n'est pas comme on l'imagine. Donc je dois réexaminer mes propres valeurs. J'ai aussi pris des cours de jiu-jitsu brésilien. Mais le jiu-jitsu est un sport étrange parce que tu ne sais rien du tout. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils te tabassent pendant 1 an. Tu sais, tu y vas et tu te dis, oh, on va rouler. Et tu te dis, d'accord, alors on va s'entraîner? Non, quelqu'un va venir te tabasser pendant 1 an. Et c'est ce qui s'est passé. Et genre, chaque jour après le cours, je rentrais chez moi et je pleurais parce que je me souvenais quand j'étais élève à Toronto, à l'école primaire et au collège. Et chaque jour, je me faisais tabasser. Je me faisais tabasser par des brutes et je rentrais chez moi en pleurant. Et la même chose m'arrivait à nouveau en pratiquant le jiu-jitsu brésilien. La différence, bien sûr, c'est que maintenant, je paye cher pour me faire tabasser, intimider et pleurer. J'ai fait un sketch de stand-up et ce sketch a été une révélation parce que toute ma vie, j'avais peur qu'on se moque de moi. Comme si je devais, tu vois, prouver ma valeur. Et quand je suis monté sur scène, que j'ai raconté des blagues et que les gens ont vraiment trouvé ça drôle, j'ai compris que quand ils riaient, ça me faisait me sentir bien dans ma peau. Ça me faisait du bien d'être vulnérable, de m'exposer, de m'humilier devant les autres. Leur apporter du bonheur me rendait heureux aussi. Et donc, ça a été une révélation. J'ai aussi appris à ne pas me prendre trop au sérieux. En fait, la chose la plus saine, c'est juste de pouvoir rire de soi-même. J'ai fait de l'escalade. Et l'escalade a aussi été très importante parce que l'escalade, c'est quelque chose de social. Ce n'est pas une compétition. Et au tout début, quand je voyais que les autres gens à la salle arrivaient, à grimper des voies bien plus difficiles que moi, j'avoue que j'étais souvent un peu en colère et j'éprouvais pas mal de jalousie. Mais, vous savez, chaque fois que j'essayais une voie difficile et que les gens autour de moi m'encourageaient, je me rendais compte que, waouh, s'ils peuvent m'encourager, pourquoi je ne pourrais pas les encourager aussi? S'ils étaient capables de trouver du bonheur dans ma réussite, pourquoi ne pourrais-je pas trouver du bonheur dans la leur? J'ai fait du parachutisme pendant quelques mois. Ne faites pas ça. Franchement, c'est la chose la plus stupide que vous puissiez faire, d'accord? Ces gars-là étaient sous drogue, non? Ouais, c'était vraiment stupide. Et enfin, j'essayais quand même différentes choses. Donc, le parachutisme, franchement, n'essayez pas, ils sont tous drogués, ce sont tous des connards. Et oui, j'ai tout essayé, j'ai essayé de chanter parce que j'étais complètement faux. Et j'ai dépensé genre 10 000 dollars juste pour pouvoir chanter quelques notes comme oh, quelque chose comme ça, je ne sais pas chanter. D'accord, c'était juste ça. C'était juste beaucoup d'argent. Et chaque jour, mon professeur me criait dessus en me disant que j'étais un idiot. Tu ne peux pas, tu sais, chanter. Et ça aussi, c'était une expérience humiliante qui m'a appris à avoir beaucoup plus d'empathie dans la vie. Et donc, cette expérience a été très transformatrice parce que j'ai compris que l'éducation ne consiste pas à aller dans les meilleures écoles et à obtenir les meilleures notes. C'était vraiment à propos de prendre des risques, essayer de nouvelles choses et s'engager dans un processus d'autoréflexion. Et c'était vraiment une question d'humilité, d'empathie, de résilience. Et cela m'a appris à être un meilleur enseignant ainsi qu'une meilleure personne. Et vous savez, la grande chose à propos de cette expérience, c'est qu'elle ne m'a pas vraiment sauvé de mon anxiété, de ma dépression, mais elle a ouvert mon cœur à la possibilité d'être sauvé, dans le sens où j'ai senti que je méritais désormais d'être sauvé. Je mérite maintenant de partager ma vie avec une autre personne. Alors qu'avant, j'avais peur. Et donc, j'ai pu laisser de côté mon ego et ma peur. Et donc, même aujourd'hui,
je dis aux gens que tes deux plus grands ennemis sont l'ego et la peur. Ta croyance que tu es seul dans l'univers et ta croyance que tu vas échouer. Alors vas-y. Ayant laissé de côté mon ego et ma peur, j'ai maintenant ouvert mon cœur. J'ai pu trouver l'amour de ma vie. Quelque chose que je t'ai demandé hier soir, c'était quel a été le moment où tu as remarqué que tout était une illusion? Quel a été le moment où tu as pu voir au-delà du voile et réaliser que tout cela était faux? Oui, alors j'ai rencontré ma femme il y a 10 ans. Et au début, moi, je ne voulais pas commencer une relation parce que j'avais touché le fond, je n'avais plus d'argent parce que j'avais tout dépensé dans le parachutisme, j'étais au chômage. Je n'avais pas de maison. En fait, je travaillais juste pour payer mon loyer. Et c'est vraiment par hasard que j'ai rencontré ma femme. Où l'as-tu rencontré? J'ai aidé un programme universitaire. Et elle faisait aussi partie de l'équipe. Et elle a vu quelque chose en moi. Et donc, elle voulait sortir avec moi. C'est elle qui a pris l'initiative. Et moi, j'étais plutôt indifférent. Mais on est sortis quelques fois ensemble et on s'est tout de suite connectés. Tu sais, ça a tout de suite collé entre nous. Et on a pu être intimes l'un avec l'autre. Et donc, une chose en a amené une autre. Et puis, on s'est mariés. Nous avons eu notre premier enfant. Maintenant, nous avons 3 enfants. Et pendant tout ce temps, j'avais peur que tout cela ne soit qu'une illusion. Que ce n'était pas réel. Qu'un jour, elle finirait par se réveiller et se dire « Oh mon Dieu, pourquoi est-ce que je sors avec un chômeur? Un homme d'âge moyen qui pourrait être gay. Pourquoi est-ce que je fais ça? Mais elle ne m'a jamais quitté. Et nous sommes ensemble depuis ce jour. Et j'ai l'impression que nous étions tout simplement faits pour être ensemble. C'était écrit, j'ai l'impression que nous sommes comme des âmes sœurs. Comme si nous étions 2 étincelles dérivant dans l'univers et que nous voulions nous trouver. Et donc, d'une manière ou d'une autre, nous avons réussi à naviguer dans le chaos de ce monde, à traverser le désordre. Et d'une façon ou d'une autre, nous nous sommes trouvés parce que nous nous cherchions depuis tout ce temps. C'est littéralement ce que je ressens pour elle. Et tu sais, elle m'a sauvé la vie, elle a transformé ma vie, et elle a su apporter de la structure, un but et du sens à ma vie là où il n'y en avait pas avant. Avant, c'était comme si je voulais juste réussir. Je ne savais pas pourquoi je voulais réussir, mais je voulais réussir. Maintenant, c'est comme si je n'avais plus besoin de réussir. Maintenant, j'ai juste besoin de prendre soin de ma famille. Maintenant, je dois juste être un bon modèle pour mes enfants. Maintenant, j'ai juste besoin de passer le plus de temps possible avec ma famille. Et je profite de mon séjour ici avec ma famille. Et il suffit d'avoir cet état d'esprit de lâcher prise, de considérer le monde comme une illusion, de comprendre que le succès ne signifie rien. C'est la famille qui compte. Étrangement, je suis devenu beaucoup plus créatif. J'ai écrit un livre qui a été publié en Chine. J'ai écrit une série de romans de science-fiction. Romans. C'était une période d'une incroyable créativité. Et j'ai commencé à enseigner. Et quand j'enseignais, je n'étais pas seulement intéressé par l'enseignement de l'anglais. Je voulais être un modèle pour mes enfants. Je voulais pouvoir enseigner à mes enfants. Alors j'ai commencé à enseigner de grands livres. Homère, Dante, Platon, Emmanuel Kant. Et j'avais très peu été exposé à beaucoup de ces livres, alors je me suis lancé dans leur apprentissage autant que possible. Autant que possible. Et au début, ça allait plus ou moins, parce qu'on peut toujours regarder des vidéos YouTube et simplement les imiter, ces professeurs qui enseignent Platon et Homère. Mais ensuite, je me suis plongé dans Dante, et pendant 6 mois, je regardais ces vidéos YouTube sur Dante et la Divine Comédie. Je n'avais aucune idée de ce qu'il disait. J'étais complètement perdu. Je lisais la Divine Comédie tous les jours parce que je voulais vraiment la maîtriser. Et je n'avais aucune idée de ce que je lisais. J'étais complètement perdu. J'étais tellement frustré. Alors un jour, je me suis couché et je me suis réveillé avec l'impression que Dante m'avait parlé. Et son message était l'amour. Concentre-toi sur l'amour. C'est de cela que parle la Divine Comédie, de l'amour. Alors j'ai commencé à la relire à nouveau, et puis les choses ont commencé à se dévoiler d'elles-mêmes, à se révéler lentement, devant moi, et ce n'était pas immédiat, mais c'était comme si avant je ne voyais que du gris, et que je commençais à voir les couleurs lentement, morceau par morceau. Et puis j'ai compris quelque chose. L'univers est divin.
L'univers est vivant, l'univers est conscient. Et si tu as la foi, si tu as l'amour dans ton cœur, il te répondra. Il te guidera, il te mènera vers la lumière. Mais d'abord, tu dois t'ouvrir à l'amour. L'amour est le grand secret de l'univers. Professeur Zhang, vous avez passé votre vie à étudier comment les puissants asservissent les faibles. Vous savez comment la guerre, la religion et la dette sont utilisées pour créer la peur et leur donner le contrôle. Si toutes vos conférences étaient supprimées, chaque livre, chaque article effacé de l'histoire, quelle est la seule vérité sur l'humanité que vous laisseriez au monde? Écoutez, si demain, pour une raison quelconque, toutes mes conférences étaient supprimées, cela ne changerait rien. Cela n'aurait aucune importance, parce que j'ai l'impression d'avoir allumé une étincelle chez beaucoup de gens. C'est une étincelle qui les pousse à chercher la vérité par eux-mêmes. Donc ces vidéos ne sont pas destinées à être la vérité. Elles ne sont pas destinées à être la Bible. Elles ne sont pas destinées à être des écritures sacrées. Elles sont simplement destinées à vous inspirer à chercher votre propre vérité. Et je pense qu'il y a un éveil mondial en cours. Je crois que j'ai lancé une sorte de mouvement. Je veux dire, je viens à Hong Kong et c'est incroyable de voir combien de personnes me reconnaissent. Et elles viennent me voir pour me dire à quel point elles aiment mes conférences. Et ce matin, j'étais au petit déjeuner à mon hôtel. Et l'une des employées de l'hôtel, une jeune femme philippine. Et c'est typiquement la dernière personne à regarder mes vidéos, non? Alors que j'étais sur le point de partir, elle m'a dit « Au revoir, professeur Diao ». Donc elle m'a reconnu. Et c'est une femme philippine qui travaille comme serveuse dans un hôtel à Hong Kong. C'est donc incroyable l'impact que j'ai déjà eu. Et je pense qu'une fois que vous allumez cette étincelle chez les gens, cela change complètement leur façon de voir le monde. On ne peut jamais revenir en arrière. Je suppose, quel est le meilleur conseil que tu aies jamais reçu? Ne cours pas après les filles. Je vais donc te raconter une histoire. J'étais un jeune professeur, aspirant journaliste à Pékin. C'était vers l'année 1999. Et je venais tout juste d'être diplômé de Yale. C'était l'automne. Et un ami journaliste m'appelle et me dit « Il y a cet écrivain américain célèbre, Gay Talas. Tu n'en as probablement jamais entendu parler. Il a genre 94 ans cette année, d'accord? C'est un écrivain très célèbre. Probablement le dernier grand écrivain américain vivant. Il faisait partie de la génération de Kurt Vonnegut, Tom Wolfe, David Hammerstein. Et ils sont tous morts. Lui, il est encore en vie. Et j'ai été son assistant pendant 6 mois parce qu'il avait besoin d'un traducteur. Donc je le suivais partout. Et je faisais la traduction pour lui. Il me voyait comme un fils. Il me voyait comme un prodige. Il m'a beaucoup soutenu. Et nous sommes restés en contact pendant toutes ces décennies. Nous nous envoyons des courriels de temps en temps. Et le meilleur conseil qu'il m'ait donné, et qui me reste encore en mémoire, c'est de ne pas courir après les femmes. Parce que, tout d'abord, c'est un homme très séduisant, qui est... Vous savez, j'ai eu beaucoup de relations dans le passé. Le tournant de sa vie, c'est son mariage avec une femme nommée Nan Tales, qui est une éditrice très célèbre chez Random House. Et dans les années 1970, il se promenait à Times Square après le dîner. Gay Tales sortait tous les soirs. Et il traînait avec les personnes les plus célèbres de New York, comme Truman Capote, George Plimpton. Ils étaient tous de très bons amis. Et il s'est intéressé à un salon de massage qui était en fait un bordel, et il est entré, et ils ont commencé son livre intitulé Thy Neighbor's Wife, qui examine la promiscuité aux États-Unis. Et pour faire des recherches pour le livre, il a participé à des orgies sexuelles en Californie. Il est devenu gérant d'un bordel à New York.
Il a participé à des sectes sexuelles. Donc il a fait tout ça. Le problème, c'est que sa femme, Nan Tallez, allait découvrir tout cela. Parce que chaque dimanche, elle lisait le New York Times et il y avait un article sur lui participant à une orgie en Californie. Et cela a en quelque sorte ruiné leur mariage, comme tu peux l'imaginer. Ils sont toujours mariés, en fait. C'est vraiment intéressant qu'ils soient encore mariés après tout ça. Et c'était dans les années 1970, au fait. Donc, c'est juste la force de l'amour. Mais je n'aimerais pas faire ce qu'il a fait. Je n'aimerais pas participer à une secte sexuelle, ni en fonder une d'ailleurs. Et ensuite que ma femme découvre ça en ligne, parce qu'un YouTuber, a fait une vidéo à ce sujet. Donc oui, ne cours pas après les filles. Et puis, je suppose que je vais juste ajouter ceci à la fin. Si tu pouvais recommander un livre à tout le monde, lequel serait-ce? Eh bien, je veux dire, La Divine Comédie est le plus grand livre jamais écrit. C'est littéralement une parole de Dieu. Donc Dante était en train de canaliser l'univers quand il a écrit cela. C'est donc le livre que tout le monde doit lire. Mais c'est vraiment difficile. J'ai passé beaucoup de temps à l'étudier et j'essaie encore d'en déchiffrer tout le sens parce que c'est tellement intense. C'est la vérité elle-même, incrustée dans la poésie. Mais si les gens cherchent simplement à lire un très bon livre, alors il faut lire l'Iliade d'Homère. Je l'ai enseigné de nombreuses fois et c'est incroyable de voir comment ces lycéens en Chine, qui n'ont absolument aucune exposition à la culture occidentale et qui, eux-mêmes, ne parlent pas vraiment bien anglais, adorent simplement l'Iliade. Même aujourd'hui, de nombreuses années plus tard, ils parlent encore de l'Iliade. Et ça reste avec vous? C'est facile. C'est une lecture facile. C'est une lecture longue, mais facile. C'est aussi une lecture agréable. Et cela vous transforme à jamais. Donc, l'Iliade. Magnifique. Eh bien, tout le monde, voici votre invité, le professeur Zhang. Ceci est le podcast Jack Nail. Où peut-on vous trouver? Il se trouve que je suis partout maintenant, donc c'est assez facile de me trouver. Mais le meilleur endroit, c'est ma chaîne YouTube, Predictive History. D'accord. Vous avez aussi une newsletter sur Substack. Droite. Si la géopolitique vous intéresse, car j'écris sur l'actualité et j'essaie de la replacer dans un contexte structurel plus large, mon sous-package est predictivehistory.com. Parfait. Génial. Eh bien, j'apprécie votre présence. Merci de m'avoir invité, Jack.